Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau meet-up de Muséum Connexion. Je suis Claire Delongeau, la directrice de Muséum Connexion, et je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui, en plein cœur de l'été, pour participer à ce meet-up. Aujourd'hui, on va parler de dynamiser un lieu patrimonial par des événements inédits. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Léla Gras de l'AMSEM Bulle Festival, Nicolas Combe de la Saline Royale d'Arc-et-Senans et Frédéric Saint-Paul de l'Abbaye aux Dames de Saintes. Un très grand merci à tous les trois pour avoir accepté de venir partager vos expériences avec nous ce matin. Quelques infos pratiques pour ceux qui ne connaissent pas les meet-up de Muséum Connexion. Donc, dans un premier temps, on va écouter nos invités. Et puis, dans un second temps, vous pourrez rejoindre l'un ou l'autre dans une salle pour poser toutes les questions que vous souhaitez. La première partie est enregistrée, pas la seconde. Et promis, comme d'habitude, on vous libère à 10h30 pile. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Antoine Roland qui va modérer nos débats. Très bon meet-up à tous. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux effectivement de pouvoir rentrer dans ce 20e meet-up où on a la joie d'accueillir Léla Gras, donc, qui est cofondatrice d'un label de musique, AMSEM, et qui est notamment à l'origine de la création d'un festival qui s'appelle le Festival Bulle, dans un château du Grand Est, le château de Chapton. Nicolas Combe, directeur général adjoint de l'établissement public de coopération culturelle de la Saline Royale d'Arc-et-Senans, et Frédéric Saint-Paul, directeur adjoint de l'Abbaye aux Dames de Saintes. Ce qui nous intéressait particulièrement en fait dans ce meet-up, c'était de valoriser les différentes formes événementielles qui peuvent permettre de servir de levier pour développer des ressources propres pour un lieu patrimonial. Et pour ce faire, en fait, nous avons choisi différents lieux qui sont tous réunis par une chose, c'est la musique. On le verra sous ses différentes formes, et ça sera quelque chose d'assez intéressant à montrer. Deuxième peut-être particularité, c'est que ces différents lieux patrimoniaux sont très différents en fait dans leurs usages passés. Un château d'un côté, une saline manufacture de l'autre, une abbaye, donc des lieux à la fois cultuels, de travail et puis des lieux de villégiature. Donc on a en fait des lieux qui sont très variés, qui sont positionnés en fait dans des régions différentes. Le château de Chapton est situé en région Grand Est, la Saline Royale d'Arc-et-Senans en région Bourgogne-Franche-Comté, et l'Abbaye aux Dames donc en Nouvelle-Aquitaine. On a parmi ces différents lieux 2 centres culturels de rencontre. Donc on reviendra aussi sur cette notion, je pense, dans nos différents échanges. La Saline Royale et l'Abbaye aux Dames. La Saline accueille environ 150 000 visiteurs par an et l'Abbaye aux Dames 25 000 visiteurs payants. Donc avec une progression très forte ces dernières années, avec un programme très ambitieux dédié à la musique. On y reviendra aussi. Ce qui nous semblait intéressant, c'était de mettre en avant la façon dont les événements pouvaient être des leviers pour développer des ressources propres, à la fois en fait sur des événementiels donc de courte durée, de type festival, sur 2 jours, voir comment en fait ça peut valoriser aussi un château sur son territoire. Donc pour le château de Chapton, on verra comment la Saline Royale en fait utilise aussi l'événementiel à la fois pour développer ses publics, mais aussi pour valoriser une offre de privatisation qui s'enrichit par un ensemble de ressources et d'équipements. Et l'Abbaye aux Dames aussi nous montrera aussi comment cet événementiel est un véritable levier aussi pour développer tout un ensemble d'autres projets. Alors ce que je vous propose sans plus attendre, c'est peut-être de commencer à rentrer dans la discussion. On aura différents temps d'échange. On va commencer déjà peut-être par revenir sur la genèse des différents projets qu'on va vous présenter, ces objectifs, pour pouvoir mieux les contextualiser, et après on rentrera un peu plus dans le détail. Alors peut-être Léla, pour commencer, est-ce que tu peux nous évoquer les différents enjeux, comment en fait le château de Chapton finalement est devenu un lieu d'accueil de ce festival? Quels étaient les objectifs du château en fait pour pouvoir en fait accueillir un tel festival? Eh bien, il y avait plusieurs sujets. Mes 2 associés, pour contexte, sont champenois. On avait la problématique de se dire que, par exemple, Reims, c'est à 1 heure de Paris. Par ailleurs, les étudiants et cetera ne vont pas forcément à Paris
pour aller voir des événements culturels. Et il y avait déjà des événements de son et lumière dans la région Grand Est, mais déjà, c'est une région qui est très grande et qui était plutôt sur un format d'installation numérique plutôt que de musique et surtout de nouvelles musiques actuelles. Nous, on a eu envie d'avoir des propositions de programmation plus, on va dire, niche ou en tout cas avec des artistes en développement. Et pour cela, on a fait d'abord une première édition à Cézanne. Donc Cézanne, c'est une petite ville à peu près à 30 km d'Épernay. On était aussi assez sensible au fait que chaque année, dans la région de Champagne, il y a sur l'avenue de Champagne, au moment des vendanges, des installations dans chacune des maisons. C'est des installations qui sont une seule fois par an et finalement qui ne sont pas très accessibles à la jeunesse. Donc, on avait aussi envie d'avoir ce côté lumière et spectacle, mais vraiment beaucoup plus accessible. Et on s'est posé la question du lieu. On a fait une première édition type pilote dans les halles de Cézanne, juste pour voir si les gens avaient juste envie d'aller à un événement tout court. Et ensuite, on a cherché un lieu. Il s'est avéré que Patrick Grant, qui est le propriétaire de ce château, a hérité de ce château de manière familiale et en fait n'avait pas forcément les fonds nécessaires ensuite pour faire de la réhabilitation de patrimoine derrière sur ce château. Donc, il y a eu un accord de dire comment nous, en tant que festival, on peut faire en sorte de valoriser ce lieu, de le visibiliser, de faire en sorte que ce lieu devienne un rendez-vous culturel chaque année aussi pour la région, ce qui lui permet aussi de lui financer des travaux de rénovation et de faire vivre le lieu. Et nous, d'avoir un lieu gratuit pour accueillir notre festival chaque année. On s'arrête là pour le moment. Déjà, merci beaucoup d'avoir planté le décor. On le voit, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre un label et un château, avec 3 enjeux. Finalement, développer les jeunes publics. A priori, c'est aussi s'installer dans un territoire qui a déjà tout un ensemble d'événementiels autour du Champagne qui existe, avec Épernay. Et puis, c'est de valoriser, en fait, un ensemble patrimonial. On va y revenir, en fait, par rapport à tout ça. Et je propose tout de suite de donner la parole donc côté la Saline Royale d'Arc-et-Senans, voir dans quelle mesure en fait l'événementiel permet aussi de valoriser un ensemble d'offres extrêmement variées au sein de la Saline. Donc peut-être présenter ces différentes offres, en particulier Nicolas, peut-être présenter en 2 mots la Saline et quels sont les enjeux vis-à-vis de l'événementiel. Oui, la Saline Royale, en fait, c'est une ancienne manufacture de sel, donc construite 10 ans avant la Révolution française par l'architecte Ledoux. Donc le sel était la première source de revenus de l'État à l'époque, donc c'était essentiel de produire toujours plus de sel. La production s'est arrêtée à la fin du 19e et ensuite il a fallu trouver une nouvelle vocation pour ce site industriel. Il est resté un peu en déshérence pendant plusieurs dizaines d'années jusqu'à ce que le département du Doubs en devienne propriétaire et le réhabilite avec le soutien de l'État. Aujourd'hui, on est dans ça fait à peu près 50 ans maintenant que la Saline est devenue non plus une usine, mais un centre culturel de rencontres avec une activité d'abord muséale sur les premières années. Et puis, il y a une dizaine d'années maintenant, on a développé un ensemble d'activités qui permettent de proposer à un public toujours plus diversifié une bonne raison de venir à la Saline. Et notamment par la musique. Donc, on a d'abord démarré avec la musique classique, à la fois la résidence de l'Orchestre français des jeunes. On accueille plus d'une centaine de jeunes musiciens qui viennent de toute la France à l'occasion de cette résidence. Précédemment, on avait fait la résidence de Jordi Savall, donc en musique baroque essentiellement. Et à chaque fois, les résidences permettent d'avoir des formations de haut niveau sur place, mais aussi des concerts, souvent des concerts gratuits en journée, et puis en soirée, le week-end, des concerts payants avec les grands maîtres de musique qui viennent accompagner soit Jordi Savall, soit l'Orchestre français des jeunes. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait les possibilités de proposer à d'autres types de musique de venir se dérouler à la Saline. On a obtenu du conseil départemental du Doubs qui se joignent à nos efforts pour aménager une salle de concert. Donc depuis 2 ans maintenant, le département a installé une salle à l'intérieur du monument. Et par ailleurs, on a nous-mêmes développé un projet avec des partenaires économiques de la région pour aménager des studios d'enregistrement pour la musique. Et à partir de ce moment-là,
On a développé donc des académies de musique, mais aussi du coup des concerts de musiques actuelles. Donc, on vient de démarrer une saison de musique actuelle qui a fait le plein là jusqu'ici. Donc vraiment, la musique est devenue l'un des piliers de l'activité de la Saline Royale, en plus des piliers, j'allais dire, historiques que sont l'architecture et le patrimoine mondial, et les jardins, puisque la Saline est entourée de 30 jardins maintenant, parce qu'on a mené un projet d'aménagement paysager très ambitieux il y a 4 ans avec Gilles Clément en particulier, et donc on a aménagé 30 jardins sur le thème de la réponse à la chute de biodiversité et au réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une activité multifacette, importante, qui s'est développée à la Saline. Et en 10 ans, on est passé de 90 000 visiteurs à plus de 150 000. On a créé une activité d'hôtellerie sur place. Donc on a 31 chambres d'hôtel 3 étoiles à l'intérieur du monument. On a développé une activité de restauration. Auparavant, on vendait des sandwichs essentiellement. Maintenant, il y a vraiment toute la gamme, jusqu'au repas de gala, au repas de mariage, mais aussi des repas pour des scolaires. Et puis, on a une activité de centre de congrès, donc, qui concerne une quinzaine de salles de tailles différentes qui nous permettent de nous adapter à tous les publics, tous les organisateurs, tous les artistes au sein même de la Saline. Donc, c'est devenu peut-être une forme de la ville idéale de show dont avait rêvé l'architecte il y a 250 ans. On fête cette année les 250 ans de la Saline Royale et on y trouve vraiment beaucoup de fonctions. Centre de congrès, librairie, hôtel, restaurant, lieu de visite, le lieu de concert, bien sûr, des jardins. Et c'est ça qui nous a permis de passer d'une équipe de 45 personnes il y a 10 ans à maintenant 82 salariés équivalent temps plein. Donc c'est devenu un des poumons artistiques, bien sûr, mais aussi économiques de cette région. Et ça nous a amené à mesurer les retombées économiques locales des activités de la Saline. Donc en 2015, on a mesuré ces retombées économiques locales pour la première fois. On arrivait à un chiffre de 13 millions d'euros, donc avec des outils qu'on n'a pas inventés nous-mêmes, qu'on a repris du ministère et de l'INSEE. Et aujourd'hui, c'est 30 millions et demi, donc une augmentation de plus de 120% en à peine 8 ans. Donc, ce qui est aussi une fierté pour les équipes de la Saline. Alors c'est de véritables effectivement retombées économiques locales et si on rentre un peu plus aussi et ça on va peut-être le détailler un petit peu plus après, c'est au-delà du fait que vous avez enrichi année après année en fait cette programmation culturelle notamment par la musique, c'est l'usage de cette programmation aussi à des fins de privatisation, de valorisation de cette privatisation auprès d'entreprises qui peuvent être un véritable levier de ressources propres. Donc ça, on en parle juste après si tu veux Nicolas et je propose en fait de donner la parole à Frédéric. On peut peut-être en profiter d'ailleurs pour préciser ce qu'est un centre culturel de rencontre, puisque vous en êtes, vos établissements en sont tous les deux. Oui. Donc Frédéric, je t'en prie, si tu veux bien présenter la Biodame et puis ensuite présenter les objectifs en termes d'événements que vous avez. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, l'abbaye aux Dames est donc en Charente-Maritime, dans la deuxième ville du département, à Saintes, très proche de Cognac, donc vraiment à l'intersection entre les deux Charentes, donc dans les terres. Comment le lieu dont on s'occupe avec notre association, qui est donc labellisé Centre culturel de rencontre, est un lieu qui aura 1000 ans en 2047. Donc, c'est un lieu très, très ancien, une ancienne abbaye bénédictine au pouvoir énorme à l'échelle du territoire des deux Charentes et même au-delà, puisqu'on a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, on a retrouvé un sceau d'une abbesse qui est en Vendée, à Vix. Et à cet endroit, il y a des vignes et encore aujourd'hui, ils font un vin avec le sceau comme marque en fait des vins. Donc c'est le prieuré de la Chaume. Jusqu'au XVIIe, donc ça a été vraiment un lieu de culte à part entière, renfermé sur soi avec son activité cultuelle, monastique. Puis après, ça a été progressivement une caserne, puis un lieu de déshérence totale, puis un lieu complètement en ruine dans les années 50-60, donc 1950-1960. Et là, il y a une poignée de bénévoles qui vont balayer les espaces et créer le Festival de Saintes. Et le Festival de Saintes va être le socle en fait de toute l'histoire, de toute la renaissance des lieux à travers la musique et notamment ce répertoire de musique ancienne, de musique baroque,
qui a vu l'essor des plus grands artistes. Le Monde, dans les années 90, titrait l'Abbaye aux Dames, la Mecque des baroqueux. Et donc, de ce festival est née toute une série d'activités autour du monument, de sa mise en valeur, de la renaissance de ce répertoire baroque qui, dans les années 60, était, pour ainsi dire, pas joué, en concert, je veux dire. Bach, notamment, a trouvé ici un écrin qui est aujourd'hui encore remarqué et remarquable à l'échelle internationale. Et l'ensemble des activités vont se construire au fur et à mesure et grâce aussi à ce label de centre culturel de rencontre, qui est un label d'État, qui est aujourd'hui donc décerné par les DRAC, qui adosse un projet intellectuel, culturel, artistique à la mise en valeur d'un monument avec un enjeu de ressources propres pour les sites au service du projet justement intellectuel. Aujourd'hui, à l'Abbaye aux Dames, c'est aux alentours, ça a été 50-50 avant le Covid, et là on est en train de retrouver une progression à cet endroit-là, puisque en 2024, nous avions 46% de ressources propres pour 54% de ressources publiques. Aujourd'hui, l'activité qui s'y développe, eh bien, c'est une activité musicale toute l'année, avec en point d'orgue le festival. C'est en ce moment, là, c'est du 12 au 19 juillet. Donc, je me suis échappé de l'effervescence pour vous parler ce matin. Mais c'est aussi des résidences d'artistes toute l'année. Donc, on a un appel à projet de résidence avec, en fonction de nos moyens, on espère d'ailleurs pouvoir poursuivre autant de résidences dans l'année, mais c'est 6 à 7 résidences par an autour de la voix. Et là, on s'accorde des insertions dans des répertoires différents, que ce soit en musique actuelle, musique électro, mais toujours avec l'angle de la voix. On a développé depuis 30 ans maintenant, presque 30 ans, 28 ans, le Jeune Orchestre de l'Abbaye. Le Jeune Orchestre de l'Abbaye est né d'une idée de Philippe Hervègue et du festival de créer un vivier de jeunes musiciens avec une formation supérieure pour musiciens qui pratiquent sur instruments d'époque et, on va dire, historiquement informés. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le détail de cette interprétation sur instrument d'époque et qui nous vaut aujourd'hui un master en musicologie adossé à l'université Poitiers-Tours. Et puis enfin, depuis, cette fois c'est beaucoup plus récent, depuis 3 ans, un festival à l'échelle du territoire qui s'intitule Festival Prélude, qui est un festival de prélude à l'été et qui nous permet de donner, cette année, c'est 18 concerts, 9 concerts tout public et 9 concerts pédagogiques dans le tissu local, à l'échelle de l'agglomération, dans les villages et dans les patrimoines romans de notre entourage. Voilà pour la musique. Et depuis une dizaine d'années, enfin presque 15 ans maintenant, on a développé autour de cela l'exploitation des lieux avec de l'hôtellerie, de la restauration, de la location de salles avec des séminaires professionnels ou des fêtes privées, des mariages, et enfin une offre de visite sous l'intitulé Musique Aventure qui donne à voir en fait aux visiteurs à la fois donne à voir et à entendre en fait en réalité, avec aussi bien une mise en valeur du patrimoine matériel qu'est le bâti que le patrimoine immatériel qui est la musique et l'histoire contemporaine des lieux et qui a permis de le sauver d'une certaine manière. Merci beaucoup Frédéric. Donc on le voit effectivement, une programmation culturelle et événementielle qui résonne entre guillemets dans ce lieu et qui prend des formes extrêmement variées. Donc on le voit à quel point ça peut nourrir en fait une politique culturelle. Donc si on revient alors sur le festival Bulle et si on rentre un peu plus dans le détail, Leïla, en fait, est-ce que tu veux nous présenter ce festival dont la dernière édition a eu lieu très récemment en début juillet, Oui, donc c'est 2 ça. jours de festival. Donc je t'en prie, et nous raconter un peu les dessous de la création de ce festival et comment ça s'est passé. Oui, donc d'abord, on a voulu utiliser le château sous toutes ses coutures et justement ne pas utiliser juste le terrain. Pour nous, c'était très important d'en faire
comme une toile vierge d'une œuvre qu'on pourrait entre guillemets créer, mais que tout soit autour du château. Donc on a fait appel au collectif Scale avec lequel on travaille beaucoup. C'est un collectif qui est notamment en ce moment même dans une exposition sur la lumière à la Villette en ce moment même. Il fait des structures métalliques en cinétique, justement, avec des barres de LED, etc. Et donc, on a aussi scanné le château pour en faire du mapping. Chaque année, l'artiste est au milieu de cette structure et travaille justement avec Scale pour créer en fait une œuvre à 4 mains. Donc, je dirais en plus avec le château, parce que justement, il y a toute une histoire d'interaction entre le château, l'artiste et l'artiste visuel. Nous, on est sur un public très familial, donc c'est un festival qui commence à peu près à 14h et qui se finit à 2h du matin. On a eu des problématiques de scène locale, puisque l'année dernière, on a fait appel à une scène locale de talents émergents pour avoir une scène tremplin, une scène live et une scène plutôt musique électronique type DJ set. Et on apprend un peu chaque année. Donc, on a notamment vu des problématiques de public. Donc, quand il y a beaucoup de gens, par exemple, sur la scène live, il y a beaucoup moins de gens sur la scène tremplin et inversement. Donc, il y a eu toute une réhabilitation de la gestion des flux qui a été faite cette année. Donc, avec aussi les montgolfières que vous voyez à droite. Donc, on a fait venir une équipe de montgolfières aussi pour créer du mapping sur les montgolfières et donc aussi avoir une expérience supplémentaire tout au long de la journée et du lendemain. Aujourd'hui, on est sur une problématique pour l'année prochaine qui va se faire en 2 jours, notamment parce qu'on voit que, notamment sur la scène locale, il y a plus une envie de spectacle. Quant à ce que plutôt le public, plutôt on va dire parisien, va avoir une envie de découverte de talent musical. Donc on va aller dispatcher sur 2 jours. La programmation, elle se veut plutôt musique actuelle et électronique. Donc on est toujours sur une envie d'artiste de créer de la scénographie derrière eux. C'est un spectacle qui s'entend mais qui se voit. On travaille toujours l'image et le son de manière concomunicante. Donc on est aussi toujours accompagné de partenaires dans les installations numériques, dans les projections et voilà, je ne sais pas si tu as besoin. C'est donc effectivement des concerts qui se voient, donc une part belle à l'ancrage territorial avec une scène locale et un public très familial. Si on revient un petit peu aussi sur le modèle de collaboration, comment en fait ça se passe avec le château de Chapton, et peut-être qu'on peut en profiter pour aussi évoquer quelques retombées pour le château de ce festival que vous engagez depuis plus de 2 ans. Alors, la toute première édition, c'était vraiment une édition assez pilote. On avait aussi justement, donc AMSEM, c'est une structure créative et un label de musique. Donc, on va avoir, nous, l'habitude de plutôt travailler dans l'événementiel avec des marques notamment ou avec des artistes. Donc, il y avait déjà une problématique de comment recréer à la fois le côté expérientiel, donc quand on peut travailler justement avec des marques, donc recréer par exemple des scènes, parce que le lieu est vraiment très grand et donc on n'avait pas envie de ce côté éparpillé, donc on a recréé en fait comme un parc. Et donc la première édition, nous étions 600, la deuxième, nous étions à peu près 1100 et cette année, c'était à peu près 1700 personnes. C'est un festival qui se veut continuer à être familial parce que on n'a pas envie de devenir une sorte d'usine de festival qui peut être déjà très, au final, pas très local et pas très familial. Quelle était ta première question, pardon? Donc alors, le modèle de collaboration, donc vous apportez en tant que label, en fait, à la fois la programmation, donc musicale, toute la scénographie, Oui. et quels sont, côté château, éventuellement les retombées qu'il peut y avoir, en fait, vis-à-vis de ce festival? Alors, c'est notamment des retombées au niveau financier puisque cela a permis, en fait, de débloquer des subventions, notamment pour la rénovation, en fait, du château en lui-même. Aujourd'hui, par exemple, c'est très concret, mais la toiture, les caves du château,
il y a tout un parc avec des sculptures, était aujourd'hui plus ou moins à l'abandon et était extrêmement détérioré. Dans une forme de sorte de bonne intelligence d'installation numérique et d'installation des lumières, on a toujours incorporé ces éléments-là pour que ça puisse être ensuite activé pour des subventions de rénovation même du château. Ça devient un rendez-vous annuel, donc il y a une partie aussi des ventes qui vont aussi au château et on est aidé, nous, de manière tripartite. On est une association, donc il y a ANSEM en tant que société et Cézanne Électronique en tant qu'association. On est aidé par la région Grand Est, on est aidé par la ville de Montmirail et nous sommes aidés aussi par des acteurs locaux, donc des maisons de champagne. Nous, on fait appel à des maisons de champagne qui sont plutôt familiales et des petites maisons de champagne qui vont avoir une exclusivité et donc vont participer au festival. Et on va avoir aussi des accompagnateurs locaux. Ça peut être le Leclerc local pour, par exemple, la mise en place de la logistique concernant le catering, l'accueil artiste, etc. Donc, ça va être… Et nous, en termes de société, AMSEM s'occupe de toute la communication, la production, la programmation et également aussi la mise en place de la communication digitale, les retombées presse, le contact avec les journalistes, etc. Donc il y a cette délégation quasi totale en fait de l'activité événementielle et avec des retombées très concrètes, à la fois très directes avec les recettes du festival, des retombées plus indirectes avec la perspective d'aller chercher des subventions aussi qui contribuent à la valorisation et à la réhabilitation de ce patrimoine-là. Merci beaucoup Leïla. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail aussi par rapport à Céline Royal d'Arc-et-Senans où en fait on commençait à introduire une chose, c'est que toute cette richesse événementielle qu'a présenté Nicolas aussi, c'est aussi un ensemble de ressources qui peuvent être proposées dans des logiques de privatisation. Donc est-ce que justement on peut parler un petit peu plus de la façon dont vous travaillez les logiques de privatisation avec des entreprises? Il y a des choses très inspirantes dans la façon dont vous le faites. Oui, alors on est un centre de congrès déjà depuis assez longtemps, hein, plusieurs dizaines d'années. Mais auparavant, ce centre de congrès réalisait un chiffre d'affaires à l'échelle de la Saline qui représentait à peu près 10% de son budget et qui représentait donc à peu près à l'époque, hein, il y a 10 ans, 300 000 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui a changé principalement, bon, d'abord, il y a eu l'aménagement de la grande salle de concert qui sert également pour des événements d'entreprise. Mais surtout, maintenant, les entreprises savent qu'en choisissant la Céline Royal, on peut leur proposer une programmation culturelle clé en main qui va ravir leurs invités. Ça peut être des concerts de musique classique ou de musique amplifiée. Ça peut être des conférences, des visites guidées spécifiques à notre exposition temporaire. Ça peut être des visites guidées de nos jardins. Il y a quand même 30 jardins maintenant à la Céline Royal. Et tout est sur un ensemble qui fait 13 hectares, donc est accessible facilement pour l'ensemble des convives. Donc ça a vraiment changé la donne de pouvoir proposer à la fois de la restauration faite par nos équipes. Auparavant, on n'avait pas d'équipe en cuisine ni au service. Maintenant, ce sont nos cuisiniers, avec des fruits et des légumes qui viennent de nos jardins, avec la possibilité de dormir sur place, avec la possibilité donc d'avoir cette programmation culturelle qui va venir compléter le déroulé, le programme de leur propre événement d'entreprise. Ça a vraiment changé complètement la donne, si bien que ça nous a même permis de transformer une bonne partie des entreprises qui sont clientes du centre de congrès de la Saline, donc qu'on exploite en direct, en mécène ou en sponsor de nos activités culturelles et artistiques. On a maintenant une directrice du mécénat des partenariats à temps complet qui s'est chargée du centre de congrès au moment de son développement vraiment, donc il y a une douzaine d'années, et qui a réussi à transformer cette relation avec les entreprises en créant des relations interpersonnelles, hein, vraiment de confiance, s'intéresser d'abord à la stratégie de l'entreprise, aux valeurs que défend cette entreprise, à l'image qu'elle veut donner auprès de ses salariés, de ses clients, et bien de s'intéresser d'abord à ces entreprises pour leur proposer en réponse des projets dans lesquels elles pouvaient s'investir en tant que mécènes ou partenaires, au-delà de leur statut de cliente du centre de congrès. Donc tout ça a généré une évolution même du chiffre d'affaires de la Céline Royal qui était stupéfiant, hein.
Auparavant, on avait quasiment 0 € de recettes de restauration, 0 € de recettes d'hôtellerie et donc 350 000 € de recettes pour le centre de congrès. Aujourd'hui, on est à 450 000 € pour l'hôtellerie, 600 000 € pour la restauration et donc quasiment 1 million d'euros pour le centre de congrès. Donc, c'est multiplié vraiment quasiment par 8 ou 10 le chiffre d'affaires généré. Donc, sans compter les retombées économiques locales en termes de création d'emplois, en termes de retombées pour les familles qui vivent et les entreprises qui travaillent sur Arquesnan. Et je dois dire qu'une des choses qui a vraiment peut-être encore plus déclenché les envies des entreprises de nous rejoindre, soit en tant que cliente, soit en tant que partenaire, ça a été la création du centre de lumière. Donc c'est dans l'un des 2 bâtiments de production de sel du 18e, qui est des espaces qui ressemblent à des nefs de cathédrale, hein. C'est vraiment très grand. On est sur 20 mètres de hauteur sous plafond, 20 mètres de large et 80 mètres de long. Et dans ces bâtiments, où auparavant on produisait du sel dans des grandes cuves, on récupérait de l'eau salée pour l'apporter à ébullition, et une fois que l'eau s'était évaporée, on récupérait donc le sel. Donc là, bien sûr, tous les instruments industriels ont disparu, hein. Ça fait une centaine d'années qu'on n'en a plus du tout sur le site. Mais par contre, dans ces grands espaces, on a longtemps organisé des concerts, surtout en été, puisque c'est un espace qui n'est pas chauffable. Mais il y a maintenant 2 ans, pardon, on a installé le centre de lumière. Donc là, c'est une installation audiovisuelle très grand format que l'on a financée avec des fonds FEDER pour l'essentiel. On était en pleine pandémie de Covid quand on a conçu ce projet et on a utilisé le plan de relance européen pour le financer. Donc le FEDER a financé 95% de ce projet qui coûte 2,5 millions. Et donc, concrètement, ça prend la forme d'écrans qui font 40 mètres de long sur 11 mètres de haut. Donc 2 écrans comme ça qui traversent complètement le bâtiment. Et puis un écran central qui fait 15 mètres de haut sur 7 de large. Sur ces écrans, on diffuse au quotidien 8 films l'un après l'autre sur des grands sites du patrimoine mondial. Donc en Ouzbékistan, au Cambodge, en Colombie, en Italie, en Égypte, en Syrie. Donc des grands sites UNESCO. Qui sont pour la plupart des sites en péril. Et donc, on cherche à montrer la diversité de ce que recouvre cette notion de patrimoine mondial. On a un film qui est projeté toutes les 15 minutes. Les films durent même 10 minutes. Et ensuite, il y a des écrans latéraux tactiles qui permettent d'approfondir notre connaissance du patrimoine mondial, notamment pour les enfants et les familles, à partir de jeux pédagogiques. Et cet espace-là peut aussi servir à des soirées d'entreprise. On peut diffuser des contenus vidéo des entreprises sur ces écrans géants. On peut accueillir des concerts électro jusqu'à 1500 personnes. On y a accueilli des concerts symphoniques avec l'Orchestre français des jeunes. Et puis l'été dernier, on a accueilli des soirées d'opéra qui sont des occasions, non pas pour des entreprises d'organiser eux-mêmes leur opéra, mais plutôt d'inviter leurs salariés, leurs partenaires, leurs clients, leurs prospects. Et donc, c'est des occasions, ce lieu en lui-même est des occasions à la fois d'accueillir des événements d'entreprise, de belles factures et de grands formats avec un nombre de personnes important, jusqu'à 1500, mais aussi de présenter des événements artistiques d'exception. On a quelques images là, sur la slide qui est présentée à l'écran de notre opéra qui a réuni 600 enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville là, de Besançon et tous les parents dans le public à 3 reprises, donc 3 jours de suite. On a fait complet tous les jours. Et ça a vraiment été, j'allais dire, le dernier déclencheur de l'évolution du centre de congrès de la Saline et du chiffre d'affaires associé qui bénéficie à tout le monde puisque comme nous n'avons pas d'actionnaires, il n'y a pas de dividendes qui soient distribués, on est un établissement public. Et en fait, la totalité des ressources qui sont générées par la Saline reviennent directement dans la création d'emplois, le financement des investissements et les retombées économiques locales. Merci Nicolas. Donc effectivement, ça montre à quel point une programmation événementielle permet de construire aussi une petite globale d'établissement brique par brique et de pouvoir en fait aller chercher comme ça en fait des publics extrêmement variés. Et je vous propose en fait de finir ce panorama avant de rejoindre en petit groupe des discussions, des échanges un peu plus serrés avec Frédéric, donc de poursuivre avec l'abbaye aux Dames.
voir en fait comment effectivement le Festival de Saintes a drainé et a développé tout un ensemble d'activités et quelles en sont les retombées surtout de ces différentes activités pour le territoire et effectivement aussi pour l'abbaye. Alors, les retombées ont été calculées sur le festival en 2014 par un cabinet indépendant. Le festival, pour 1 euro investi dans le festival, c'est 7 euros de retombées sur le territoire direct. L'abbaye aux Dames, il y a eu une dernière étude qui a été menée juste avant le Covid sur l'ensemble de l'activité de l'abbaye aux Dames. On est au-delà des 15 millions de retombées indirectes, c'est-à-dire au-delà de ce que nous, parce que les subventions publiques que l'on reçoit sont directement reversées à 80% dans l'économie locale, mais vraiment de retombées indirectes, externes, à 15 millions pour le territoire directement. Moi, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, parce que finalement, on est sans rentrer dans le détail de l'offre, mais on est dans des cercles vertueux, c'est-à-dire que des établissements comme les nôtres participent directement au cadre de vie de l'ensemble d'un territoire. À l'abbaye aux Dames, on a une particularité, c'est que c'est une abbaye en cœur de ville, ce qui est rarissime, parce que souvent, elles sont en campagne, un peu cloîtrées sur elles-mêmes. Il se trouve que l'implantation même de l'abbaye aux Dames est très particulière, puisque elle est autour d'elle, il y a une zone d'habitat social, il y a des établissements scolaires. Au 2e et 3e niveau du bâtiment, on partage le bâtiment avec le conservatoire de musique de Saintes. Et puis, il se trouve que son implantation urbaine remarquable fait que le seul parking gratuit de la ville est le parking de l'abbaye aux Dames. Donc, c'est un lieu qui est traversant sans arrêt par l'ensemble des habitants. Et cet ancrage-là, à travers une programmation dense, dynamique, qui aussi hors les murs, nous permet de partager des valeurs avec le territoire dans les propositions. Et comme le disait Nicolas, certains vont être d'abord locataires pour des séminaires professionnels et puis vont devenir mécènes. On a développé depuis 4 ans maintenant un travail de mécénat territorial très intense, où on ne fait pas la différence en fait entre les petits et les gros. Et on va aussi bien chercher l'artisan du bâtiment local, le coiffeur, le boulanger, que la fondation Société Générale par ailleurs. Et ces acteurs-là font bon ménage en fait dans le club de l'abbaye aujourd'hui. Le club de l'abbaye, le club de mécènes, c'est environ le dernier événement, c'était l'ouverture du festival où on a fait un cocktail mécène avec une invitation faite à leur endroit. Ils étaient 80 au cocktail pour le concert d'ouverture du festival. Donc 80 personnes que l'on connaît personnellement, donc dans cette relation interpersonnelle avec le service mécénat chez nous. Et ces personnes-là sont les premiers promoteurs en fait du projet de l'abbaye, et donc il y a une forme d'ancrage aussi territorial, mais j'ai envie de dire de sentiment de fierté qui va se développer à l'échelle locale de l'ensemble de ces partenaires-là. Et ça nous préserve aussi de choix politiques et de difficultés qui pourraient pas manquer d'intervenir si les choses évoluent. Aujourd'hui, l'abbaye aux Dames, bien on est adhérent de 4 clubs d'entreprises locaux. On est dans cette dynamique économique et on revendique une place d'acteur économique. Et en fait, quand on regarde bien, bon, alors, c'est tout est relatif, hein, puisqu'on est 25 salariés, donc ça reste quand même une petite entreprise, mais 25 salariés, presque 3 millions de budget. Bon, bah, à l'échelle locale, c'est une entreprise qui compte. Et il y a de l'interdépendance, de l'interaction avec le tissu économique qui rend l'abbaye un bien commun que l'on défend collectivement. Voilà. C'est important effectivement de le préciser. Donc, on le voit avec vos différents témoignages. On a à la fois la démonstration que une programmation événementielle et culturelle en fait peut s'enrichir énormément en fait en croisant les disciplines artistiques et culturelles, que ça permet aussi d'ancrer toujours un peu plus en fait ces différents lieux patrimoniaux dans leur territoire et de développer des retombées à la fois locales mais aussi des retombées directes et indirectes, notamment en termes de mécénat, en termes de relations aux marques, en termes de de rayonnement sur le territoire, à l'échelle nationale, voilà.
et intéressant. Et voilà. Donc ça, c'est effectivement, et c'est le cas pour le Festival de Saintes. Alors, on va passer en petits groupes, juste quelques actualités. Donc, je parle sous votre contrôle, Frédéric, c'est la 54e édition, je crois, pour le Festival de Saintes. Oui, tout à fait. Ouais. 250 ans de la Céline Royale d'Arc-et-Senans cette année, c'est ça, Nicolas? C'est bien ça. Et une prochaine édition au Château de Chapton, qui aura lieu aussi en juillet l'année prochaine. Parfait. Et bien, écoutez, donc, je vous propose tout de suite de basculer dans des petites salles. Donc, en haut de votre écran, vous avez un onglet salle de discussion et vous pouvez rejoindre comme ça, en fait, nos différents intervenants et intervenantes pour pouvoir poser vos questions et échanger plus directement avec chacun et chacune d'entre elles. Merci. Merci beaucoup. Merci.